chose que j'ai vraiment des questions. Merci beaucoup. Je travaille aussi dans les organisations, donc je suis un consultant dans les Nations Unies. Donc le thème me parle. Le thème me parle en termes que l'Afrique reste un terrain d'enjeu géopolitique et géospirituel. Et je suis chrétien aussi, chrétien, né de nouveau. Comme vous, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais j'ai des questions. Ma première question, c'est l'Afrique. Vous avez dit l'Afrique terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. Ma première question, c'est qu'on ne peut pas dire que l'Afrique reste une terre d'enjeu, j'ajoute d'enjeu géopolitique et géospirituel. Parce que je me pose la question, lorsque on regarde la politique, aujourd'hui, l'Europe, vous avez parlé au début de votre conférence sur les grandes puissances mondiales. Mais justement, dans ces deux grandes puissances mondiales-là, les États-Unis et l'OTAN, et vous avez aussi parlé de la Russie et la Chine, on cherche la position de l'Afrique. Parfois, lorsque le G20 s'est réuni, ben on cherche de quel côté est l'Afrique. D'après vous, en tant que conférencier, quelle serait la place? Quel conseil nous donnerez-vous dans le positionnement géopolitique et surtout géospirituel? Moi, je suis content, je suis d'avis avec le commentaire du conférencier. Lorsqu'on parle du choix des religions au Gabon, bon, comme vous aussi, je suis gabonais, mais aujourd'hui, c'est un débat. On dit qu'aujourd'hui, la religion du Gabon, c'est le Kwiti. On n'est pas d'accord, ce n'est pas la seule région traditionnelle. Il y a le Mouiri, il y a le Djembe. Mais pourquoi on choisit une et on ne choisit pas d'autres? Et de manière historique, lorsque j'ai suivi votre conférence, mais la religion chrétienne est bien avant celle-là. Et lorsqu'on base aujourd'hui le Gabon, certains vont me contredire, vont poser des questions, les valeurs basées sur nos religions animistes, mais elles ne sont pas bonnes. Il y a la sorcellerie dans les administrations, on n'a pas confiance entre nous les ethnies. Hein, même dans les étudiants, là, il y a les sorcières, on ne veut pas que l'autre réussisse. On ne sait pas les relations entre les étudiants et les enseignants. Parfois, il y a du favoritisme. Alors que les valeurs basées sur le christianisme, il y a la justice, il y a l'équité, il y a la paix et la joie en Jésus par le Saint-Esprit. Et les autres pays, comme a dit le commentateur tout à l'heure, qui sont basés sur les religions chrétiennes, mais ont réussi. Les États-Unis, l'Europe, la Suisse. Mais pourquoi pas le Gabon? Essayons de baser nos valeurs sur ce qui marche. Pourquoi cherchons des religions qui ne marchent pas? Je pense que vous devez nous donner une piste. Troisième question, là où j'ai du mal, là où j'ai du mal un peu plus rapidement à comprendre la dernière question, troisième et dernière question, c'est que vous avez dit une phrase qui me choque et j'ai du mal à comprendre, que le christianisme est d'origine africaine. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Je pense que le christianisme l'Afrique est cogénitrice, mais pas d'origine, parce que l'Ancien Testament, oui, on a reçu, mais dans le Nouveau Testament aussi, Jésus-Christ n'est pas né en Afrique, bien que l'Afrique a protesté Jésus-Christ. Tous les apôtres ne sont pas africains. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler de cogénitrice au lieu de dire que c'est d'origine? C'est ma dernière question. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Bonjour à tous, je me nomme Josnéel Zambinouma, étudiant de la faculté des sciences dans le département de sciences de la vie de la Terre de l'Université Omar. Ma question est la suivante. En tant que fils de Dieu, en tant que fils d'Élie, que proposez-vous face à ce dilemme? Merci beaucoup, Josnel et Aboumas, pour ces deux questions.
Et je vais laisser la parole à l'orateur. Je vais commencer par la dernière, car elle est plus fraîche, et ensuite le modérateur me rappellera les 3 questions de notre bien-aimé frère Boumas. Alors, j'aime bien la question parce qu'elle permet d'aborder une certaine profondeur par rapport à la relation qui pourrait exister entre notre identité terrestre, culturelle, c'est-à-dire moi en tant que Zébi, et la spiritualité que la foi chrétienne propose, et comment gérer cette fusion-là. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui lisent la Bible, surtout ceux qui lisent l'Ancien Testament, il y a une remarque objective qu'on peut faire en termes de culture. C'est que la culture israélite, voire même la culture proche et moyenne-orientale, n'est pas si différente que ça de nos cultures en tout. Je prends un exemple simple. Chez les Israélites, lorsqu'un homme mourait, laissait une veuve et des enfants, normalement, le petit frère du défunt, pour préserver l'héritage de son grand frère, devait récupérer la femme et les enfants, n'est-ce pas? Ça existe chez les Nzéli, chez les femmes. Ça existe un peu partout. En fait, je peux prendre plusieurs points comme ça, dans lesquels on va quand même voir une certaine uniformité pour ce qui est des mœurs en elles-mêmes. Quand on dit par exemple que tu ne verras pas la nudité de la femme de ton frère et autre, mais c'est la même chose qu'on voit chez nous. Donc, partant de tous ces exemples, ce que je peux dire, c'est que soyons objectifs et scientifiques. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour faire ce genre d'évaluation comparative, d'avoir des personnes qui connaissent vraiment ce que la Bible dit et les personnes qui connaissent vraiment ce que leur culture dit. Afin de pouvoir faire une évaluation comparative et éventuellement tirer le meilleur, par exemple, de notre culture pour les incorporer dans notre façon de manger sur terre. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous avons des a priori dans lesquels nous disons que la Bible ou la foi chrétienne rejette d'avance notre culture. Or, c'est faux. Parce que nous avons des points culturels communs, déjà. Maintenant, il est vrai, et là je rejoins un peu la question du frère Boumas, que dans certains pans de notre culture, il y a des choses à reprocher. Je prends un exemple simple, une pratique dont moi je suis contre. Vous avez un homme qui a épousé une femme, qui a fait des enfants, et qui meurt. Vous avez les neveux de cet homme qui se lèvent, qui viennent à la maison et qui mettent les enfants du monsieur et la femme du monsieur dehors. Excusez-moi, mais est-ce que ça se fait? Non. C'est vrai qu'il y a une raison qui est évoquée. Il y a une justification qui est donnée, mais cette justification pour moi ne tient pas. On dit que parce qu'on est sûr que les enfants de l'homme sont... on est sûr que les enfants de... Parce que nous sommes matriarcats. On est sûr que les enfants de la femme sont vraiment les enfants de la femme, mais on n'est pas sûr que les enfants de l'homme sont les enfants de l'homme. Mais est-ce que ça justifie qu'on mette à la porte femme et enfant? Parce que dans nos cultures originelles et dans la culture hébraïque, qu'est-ce qu'on disait? On disait que tu devais prendre soin de la femme et des enfants, pas les mettre dehors. Maintenant, imaginons un scénario dans lequel une femme est veuve et a des enfants, et dans lequel une famille, la belle famille de la femme vient s'accaparer des biens du monsieur. Si jamais le pasteur de la femme se lève et dit que ce n'est pas normal, est-ce que c'est une déformation de nos cultures? Si le pasteur se lève pour dire qu'il est contre le fait que la belle famille veut s'emparer des biens de la veuve et des orphelins, est-ce que le pasteur a tort ou il a raison?
Il a tort, mais il a raison. Et il a raison selon quoi? Selon quel référentiel? Il a raison non seulement selon la Bible, mais aussi selon la culture, les deux. Et justement, la foi chrétienne a mauvaise presse parce que parfois les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils appliquent mal la culture. Parce que les gens sont malhonnêtes. Exproprier la veuve et l'orphelin, dont aucune culture s'est encouragée. Aucune. Vous voyez? Je n'ai pris qu'un seul point, mais je pense qu'il y a plusieurs points qu'on peut évoquer dans lesquels, en réalité, on doit reconnaître qu'il y a des accointances entre les cultures israélites antiques et nos cultures. Deux, parfois nous interprétons mal nos propres cultures et nous ne faisons qu'en tirer profit au détriment des autres. Et sur ce point, la foi chrétienne, elle est claire. Et Dieu, il est clair aussi. Il dit, et on peut trouver ça exagéré, mais il a raison. Il le dit aussi pour le peuple juif. Il dit, j'ai peur de paraphraser. C'est le pasteur Paul. Il est en train de lire, c'est un passage, je pense, de Jérémie, dans lequel la Bible dit que les cultures des nations païennes ne sont que vanité, quelque chose comme ça. Oui. Parce que nous devons aussi reconnaître que nos cultures ne sont pas parfaites. De la même façon que nous critiquons les pratiques ecclésiastiques, de la même façon nous devons reconnaître que dans nos cultures, il y a des aspects qui sont négatifs. Voilà. Et donc pour moi, pour ma part, pour être bref, en tant que lecteur avisé de la Bible et en tant que petit connaisseur de ma culture, je sais faire le choix et ne retenir que ce qui est bon. Et je pense que c'est l'encouragement que je peux adresser à tout le monde, savoir reconnaître dans sa culture ce qui n'est pas bon et retenir ce qui est bon, pour pouvoir le marier avec notre foi chrétienne. Non, la foi chrétienne n'a pas été nos cultures. Je suis contre ça. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, je continue à aller au décès de mes parents qui décèdent, j'assiste aux palabres, etc., etc. Je vais à l'enterrement, je vais veiller mon cher et tout ça. Je suis présent. Mais seulement, il y a certains actes que je ne pose pas. Je prends un exemple pour vous édifier. On va enterrer quelqu'un et quand on revient, on trouve un seau. On dit, lavez-vous tous les mains dedans. Moi, je ne me lave pas les mains dedans. Déjà, un, pour les questions hygiéniques, et deux, parce que ça nous amène, nous, laver les mains en venant du cimetière. Ça nous amène. Ça nous donne quoi? Donc, moi, je vais assister à l'enterrement de mon parent. Et quand je reviens, moi, je m'assois. Et là, si tu dis que tu me chasses parce que tu ne peux pas laver les mains, tu me chasses. Mais moi, je ne lave pas les mains. Et ça n'a pas de plus-value. Merci. Ah, c'est pour la question de Jocelyn. Voilà, bon, ma réponse n'est pas parfaite, mais on va faire comme ça. Ensuite, est-ce que vous pouvez donner les questions du frère Boumas, qu'on a un peu vite? Oui, est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de l'Afrique comme enjeu géostratégique? Oui, d'accord. Déjà, l'une des questions, c'est vrai, on peut peut-être corriger, l'Afrique n'est pas la seule génitrice, ça c'est vrai. Mais l'Afrique, en tant que territoire, elle est porteuse des premières formes de la foi que nous avons aujourd'hui. Pour trois raisons que nous avons citées. Les raisons sont encore là. Parce que c'est ici que le peuple hébreu s'est formé. Parce que quand les enfants de Jacob sont partis de Beersheba, ils sont venus en Égypte et c'est là qu'ils se sont multipliés. Et Exode 1 et 2 nous montrent qu'ils se sont multipliés à un tel point qu'ils étaient vraiment très nombreux. Et il fallait maintenant gérer les naissances. Voilà pourquoi les sages-femmes égyptiennes devaient absolument tuer les enfants mâles hébreux. Mais n'en demeure pas moins que c'est ici, en Égypte, que le peuple s'est formé en tant que peuple. Deuxièmement, c'est là que la Pâque, la fête la plus importante à la fois pour les Juifs ou pour les chrétiens, a été fêtée pour la première fois. Et c'est là, en Égypte, au Sinaï, que la première charte religieuse du peuple israélite a été reçue. Donc déjà, tous ces éléments, plus ceux qui sont venus par la suite, montrent que l'Afrique est porteuse ou progénitrice. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, il y avait, en termes d'enjeux, en fait, ce que moi je ne voudrais pas, c'est considérer l'Afrique à partir de l'opinion des autres. Parce que c'est vrai que le bloc russo-chinois et le bloc états-unio-otanien considèrent l'Afrique comme un enjeu ou comme des enjeux. Et ça, c'est leur façon de nous voir. Maintenant, nous, en Africains,
est-ce que notre propre détermination est un enjeu pour nous-mêmes d'abord? Moi, c'est pour ça que moi je parle ici. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons que nous devons avoir des intérêts à défendre? Je pense que oui. La Bible nous montre, en 2 Chroniques 12, à partir du verset 1, qu'il fut un temps où des pays africains s'allièrent pour défendre les intérêts contre les Juifs. Et l'histoire actuelle nous montre qu'il y a nécessité de définir des intérêts africains qu'on doit défendre auprès des autres. Et pourquoi pas devenir un 3e bloc? C'est-à-dire les Américains et les Européens ont des intérêts. La Russie et la Chine ont des intérêts, mais l'Afrique aussi a des intérêts. Je pense que c'en est assez de simplement s'aligner à un camp. Et l'autre est où? Parce que ça va loin, tout à fait. Et ça a éclaté au niveau de la CEDEAO. Vous avez des peuples frères. En fait, culturellement parlant, quand vous voyez des pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous ces pays-là, ce sont les mêmes peuples. Mais on est arrivé à un point où certains disent parce qu'ils sont ivoiriens qu'ils sont avec la France, et d'autres disent que parce qu'ils sont burkinabés, ils sont avec la Russie. Ça veut donc dire que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas encore à avoir des intérêts africains qu'on défend en tant qu'entité africaine. D'où la nécessité de coalitions africaines, qu'elles soient géopolitiques ou même militaires. Et l'AES a montré la voie. Ils ont dit que si vous touchez, nous on tape. On se tape. Vous nous touchez, on se tape. Ça, c'est une affaire de Russie, de quoi? Ils disent, vous attaquez, nous on tape. Et en tant que nation, et là je ne parle pas seulement en tant que chrétien, je ne défends pas seulement l'église, je entends parce que nous sommes des églises dans des nations. Les théologiens avaient planché il y a quelques années, je pense quand ils ont rédigé la déclaration de Chicago, ils disent que chaque État a le droit de se défendre, même ayant des citoyens chrétiens. Ça veut donc dire que tout militaire chrétien qui voit que son pays, le Gabon, est envahi, prend les armes et il tue. Ah oui, donc il faut qu'on soit réaliste. En termes de défense du continent et du pays, lorsqu'on parle des aspects géopolitiques, militaires et autres, il faut qu'on ait une position et des intérêts à défendre. Donc, c'est vrai, les États-Unis nous considèrent comme des enjeux, la Russie et la Chine nous considèrent comme des enjeux, mais nous devons arriver à un point de réflexion où l'Afrique pour nous-mêmes, c'est un enjeu d'abord pour nous-mêmes, pas d'abord les considérations des autres. Il y avait une autre question. Très bien, on va prendre 2. La dame là.